parler des dernières expositions à voir. Et le slogan cette semaine, c'est Black is Beautiful. Vous allez nous parler de romantisme noir. Absolument, c'est l'ange du bizarre pour parler de l'exposition, l'intitulé de l'exposition. L'ange bizarre qui est un titre d'une nouvelle étrange de Edgar Poe. En fait, la traduction par Baudelaire de cette nouvelle étrange. Et c'est une exposition qui retrace en fait les racines romantiques du symbolisme et du surréalisme. Donc des premiers romantiques de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, les premiers des surréalistes en fait. Et donc on montre tout, il y a des films, il y a du mobilier, il y a des choses extrêmement belles. Et surtout, on commence avec les Anglais avec cette notion du sublime. Le sublime, ça a été théorisé par Burke et ce sont des scènes dramatiques comme cette apocalypse qu'on voit à la veille de l'apocalypse de Samuel Coleman et surtout Fuseli, qui est un peintre qui était né à Zurich, mais qui est un peintre anglais, qui a fait ce cauchemar, très très beau tableau iconique de cette période du sublime. Et c'est un tableau qui vient d'ailleurs de Détroit, un grand classique. Il a fait d'autres choses. La mythologie, par exemple, nordique, elle a beaucoup inspiré. Et un autre, disons, artiste, c'est ce peintre, poète illuminé qui s'appelle Blake, qui a aussi avait des visions comme ça d'anges et de démons. Et enfin, un des vraiment précurseurs dans l'affaire, c'est évidemment c'est Goya et surtout ces thèmes un peu diaboliques qu'on trouve. Voilà, on trouve surtout des thèmes diaboliques de Dante. Dante a beaucoup inspiré. Dante qui visite les enfers avec Virgile et au 8e siècle, il voit des escrocs et des gens qui sont damnés. Et là, il y a une scène terrifiante. Et je vous ai parlé de Goya, qui lui était un précurseur aussi parce qu'il a fait des visions cauchemardesques. Ce sont des cannibales un peu terrifiants, mais un très très beau tableau. Et puis un autre thème qu'on retrouve à travers cette exposition, Sean, c'est celui des femmes, mais ils ne sont pas franchement sous leur meilleur jour. Hein. Bah, oui, heureusement qu'on n'a pas joué la chronique pour la journée de la femme, parce que c'est vraiment un petit peu misogyne cette vision de la femme, mais bon, c'est les romantiques. Hein. Les romantiques voient la femme comme l'incarnation de la nature, et la nature qui était belle pour les gens du XVIIIe siècle, et moins pour les gens du XIXe, et le romantisme, la femme est quelque chose comme une tentatrice, voyez, là, Gustave Moreau avec Salomé et la tête de Jean-Baptiste qui flotte, cette Méduse de Böcklin, un romantique allemand. On a cette vision de la Méduse, de la femme monstrueuse. Ça, c'est une vision parce que la femme incarne la nature, et c'est une nature qui est pleine de vices. Et en même temps, c'est un peu plus avec Paul Dardet, vous voyez, cette sculpture, ça s'appelle Éternelle douleur, 1913. On voit que c'est une prostituée, c'est une tête de prostituée qu'il a fait avec ce remords là, avec des serpents. Et on sent que c'est autant la femme qui est nocive que la société qui pourrait aussi être en fait la cause en fait de ces vices. La femme qui représente la nature, vous disiez. Les paysages, eux aussi, sont très très présents dans cette exposition. Hein. Oui, les paysages, il n'y a pas de romantisme sans paysage, parce que c'est l'âme qui se déploie devant un paysage. Le paysage est figuré de façon extrêmement majestueuse. Là, c'est un très très beau tableau de Clair de Lune de Caspar David Friedrich, magnifique. Un autre tableau là de Carus qui a étudié sous les directions de Friedrich, on dirait une espèce de cette mer de brume, mais c'est aussi on dirait un décor de film de fantasy. C'est un peu Prométhéeus, vous voyez, ces lumières. Et même quand il y a des immeubles ou des bâtiments comme ici, il y a une lumière spectrale quasi surréaliste avant la lettre. Vernon Knopf qui a peint Bruges, son portail, avec une espèce de lumière un peu grise, un peu surréelle. À travers tout ce qu'on a vu là, on a quand même l'impression de quelque chose un peu grandiloquent, non ? Oui, ça peut être grandiloquent, on peut même dire pompier. Ça, on disait que l'art de la fin du 19e était pompier. Je pense que c'est un peu immérité. On a méprisé parce qu'il y avait des avant-gardes à l'époque. C'était le commencement, à la début du 20e siècle, le commencement du cubisme, des choses comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a notamment un peintre allemand qui s'appelle Franz von Stuck, ou Franz Stuck, il a été anobli. Et c'est magnifique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... Alors, ça a l'air comme ça, assez réaliste,
surréaliste, un peu pompier, avec des thèmes mythologiques, etc. Mais je trouve qu'il y a une espèce de quelque chose de quasi surréaliste, justement, qui se dégage. Vous voyez, ce Persée qui a coupé la tête de la Méduse, il y a une lumière bleue, bizarre, il y a vraiment, ça mérite bien son nom. Et alors là, cette étreinte de la sphinge qui embrasse, c'est freudien, il y a une espèce de pulsion comme ça, assez érotique, et qui mêle érotisme et mort. Là, Ève, vous voyez, Ève, avec alors, quand une vision de la femme un peu, pas toujours très flatteuse pour elle, mais en même temps, beaucoup de séduction. Donc, vous voyez, cette femme avec ce serpent, Ève, qui est là pour voilà, nous faire tomber. Et puis, vous nous le disiez, cette exposition, elle va assez loin dans le temps. C'est proche de nous, plutôt, oui. Puisqu'elle va jusqu'au surréaliste. Oui. Parce qu'en fait, les surréalistes, c'est souvent lié à Dada. Dada, c'est du chant, c'est un humour un peu noir. Là, Dali, on voit un Dali, on voit qu'ils sont inspirés aussi par les paysages. Regarde, on avait vu ce premier paysage, la Max Ernst, pareil, la forêt, c'est un thème romantique. Donc en fait, il y a quand même, le romantisme noir a beaucoup inspiré aussi les surréalistes. C'est pas que le côté conceptuel. On voit que ces thèmes-là, la forêt, là, c'est un Magritte extraordinaire. On voit des oiseaux comme ça, complètement décharné. C'est assez sombre, hein, mais ça vaut le coup. C'est l'ange du bizarre et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche et vraiment on peut s'imprégner de cette atmosphère un peu gothique. Et c'est donc au musée d'Orsay à Paris. Jusqu'au 9 juin. C'est noté. Merci Sean Rose. Et nous poursuivons cette chronique avec l'un des maîtres du XXe siècle dont on n'a pas vu le tableau ici, Chagall. Marc Chagall, une centaine d'œuvres réalisées entre 1914 et 1934 sont exposées dans un autre musée parisien, le musée du Luxembourg, intitulé Entre guerre et paix. L'exposition regroupe des tableaux remplis de symboles, vous allez voir. Marc Chagall, un peintre à part dans l'art du XXe siècle qui a créé son propre style, parfois déroutant, que certains trouveraient presque naïf. Dans ses peintures, les différents éléments semblent n'avoir aucun lien entre eux. Un violoniste, une poule, la lune. En fait, chacun représente une idée, un sentiment. La somme de tous ces détails donne le ton du tableau. Exemple, autour d'elle, peint en 1945 après le décès de Bella, l'épouse du peintre, Chagall se représente sur la toile. L'artiste n'est pas comme vous et moi, l'artiste est un poète, donc il a la tête renversée. Dans la bulle, le village natal du peintre, c'est la nostalgie du passé. Mais pourquoi a-t-il représenté un acrobate ? Cette image de l'acrobate fait écho à l'univers du cirque, qui chez Chagall est toujours synonyme d'espoir, de bonheur. Et là, c'est comme une forme c'est comme un début de renaissance. Tous les tableaux du peintre se lisent de cette façon, avec les mêmes symboles. L'ange exprime l'inspiration divine de l'artiste, la protection. La chèvre, c'est l'animal choisi par Chagall pour se représenter, doux, paisible, patient. La crucifixion, c'est la souffrance du peuple juif pendant la guerre. Au XXe siècle, aucun autre peintre n'a montré une telle richesse symbolique. Avec Chagall, il ne faut jamais s'arrêter aux apparences. Marc Chagall a toujours essayé d'aller au-delà des choses apparentes, au-delà d'une réalité visible, d'aller vers la profondeur des choses. Qu'elle montre l'amour, la guerre, la paix, l'œuvre de Marc Chagall est unique en son genre. Là pour l'actualité culturelle, on marque une pause et puis dans un instant c'est Sur le net et rue Sésame, Sesame Street qui continue à plaire aux enfants. La chaîne YouTube de ce programme historique de la télé américaine vient de passer le 1 milliard de vues. Restez avec nous.